Bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau live dédié à l'allaitement maternel et nous sommes en compagnie de Carole Hervé, consultante en lactation IBCLC. Bonjour Carole, Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors aujourd'hui nous allons aborder la thématique des douleurs dans l'allaitement. Alors Carole, les mamans qui viennent vous voir vous parlent... Enfin, c'est vrai que quand on évoque les douleurs, on pense souvent aux douleurs des mamans. Est-ce que les mamans qui viennent vous voir, vous consulter, évoquent d'autres douleurs? Oui, il y en a plusieurs. Alors en effet, les douleurs des mamans, les fameuses crevasses, ce sont des douleurs vraiment pénibles qui vont amener beaucoup de mamans à arrêter l'allaitement assez rapidement. Certaines mamans vont évoquer des douleurs liées à l'engorgement, des douleurs de mastite. Parfois, certaines mamans vont aller jusqu'à l'abcès. Il y a d'autres douleurs, il y a aussi tout le corps, puisque la position dans laquelle la maman va se mettre peut amener des douleurs. Alors je pense au syndrome du canal carpien, je pense à des tendinites des poignets, je pense à des douleurs articulaires. Beaucoup de mamans vont évoquer des douleurs au cervical, au niveau des trapèzes. Donc en effet, lors d'une consultation d'allaitement, on va essayer d'être vigilant sur tout ce type de douleur et voir comment essayer de lever avec des moyens simples, puisqu'une consultante en lactation, en tout cas comme moi, n'est pas nécessairement professionnelle de santé, n'est pas ostéopathe, chiropracteur ou médecin prescripteur. Mais on va essayer de trouver des moyens simples de prévenir ces douleurs et de les traiter rapidement. D'accord. Est-ce que ces douleurs sont normales? Non, non, la douleur c'est un symptôme. Souffrir c'est anormal. Par exemple, pour reprendre votre sujet des crevasses, des douleurs des mamelons, disons que hormonalement, lors de la mise en route de l'allaitement, on peut tolérer une sensibilité des mamelons qui est beaucoup plus accrue au moment de la naissance, laquelle va perdurer dans les 5-6 jours qui suivent la naissance du bébé. Maintenant, quand je dis tolérer une sensibilité, c'est pas vivre une douleur qui est d'emblée insolente, qui est d'emblée extrêmement forte et où d'emblée une partie de la peau du mamelon va s'arracher. Donc je vous invite, mesdames, à réellement ne pas nier la douleur, ne pas se dire c'est normal. Souvent, je dis aux mamans que j'accompagne en prénatal, devenez un peu casse-pied. Beaucoup de personnes vont être bienveillantes et c'est super en maternité. Beaucoup de personnes vont venir vous voir en disant votre bébé est bien positionné. Pour autant, si vous avez mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, posez la question, répétez la question jusqu'à ce qu'on trouve, donc répétez la question, j'ai mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider, jusqu'à ce qu'on trouve pourquoi on a mal et comment prévenir et éviter d'avoir mal. C'est absolument, pardon, je peux me permettre, c'est inadmissible d'avoir une douleur qui perdure au-delà d'une semaine, puisque moi je retrouve des mamans qui ont mal à 3-4 semaines, et je pense à elles n'ont plus du tout envie de mettre leur bébé au sein. Et donc la douleur, c'est un symptôme qui a apporté d'autres conséquences qui rendent l'allaitement absolument cauchemardesque. Donc vraiment, ne restons pas avec la douleur. Et faites-vous confiance du coup si jamais vous ressentez la moindre... Se faire confiance, oui, mais surtout s'écouter. Et c'est pas être une petite fille qui se plaint pour rien. Une douleur, il m'arrive parfois de tester la succion des bébés et de m'adresser au partenaire de la maman en disant je ne sais pas si vous est déjà arrivé de coincer le petit doigt dans la porte, mais c'est ce que je ressens là et c'est ce que maman peut vivre. Et donc je vois la maman qui, la pauvre, s'effondre en disant oui, c'est ce que j'ai à chaque fois. Quand on a mal comme ça et qu'on va lire à droite et à gauche ou entendre dire qu'il est vraiment pertinent de mettre le bébé très régulièrement au sein, soit une grosse huitaine de fois par 24 heures les premiers temps, si on a mal à ce point, il est évident qu'on n'a pas envie de le faire. Donc je me mets à la place des mamans et vraiment on est là pour vous aider. Par exemple, on a des professionnels en PMI, on a des sages-femmes, on a des médecins, des consultantes en lactation bien entendu, qui sont là pour essayer de comprendre d'où ça vient et puis vous apporter une prise en charge la plus pertinente et rapide possible. Alors justement, par rapport aux crevasses, quelles sont les causes des crevasses? Alors, c'est marrant, je n'ai pas sorti mon sein. Si vous voyez, vous avez mon sac à côté. Ouais, on est entre nous. Donc, voilà, super, mais c'est parfait. Donc, merci Delphine. Lorsque le bébé tète, le bébé va ouvrir grand la bouche, réellement grand la bouche, et donc le bébé va venir amener sa bouche tout autour, à l'endroit de l'aréole, et va venir amener le mamelon à la jonction, à peu près, entre le palais dur et le voile palatin.
on a tendance à remettre un petit peu en question cette notion de jonction, mais clairement le mamelon arrive loin. Si le mamelon a des crevasses, ça veut dire que le mamelon a frotté, sans doute, sur le palais dur. Et ça fait atrocement mal. Parfois, ce qui amène le mamelon à frotter comme ça sur le palais dur, c'est la langue qui n'est pas suffisamment mobile. Soit il y a des restrictions au niveau des ATM, soit la langue manque de mobilité parce que le petit lien qui est situé sous la langue, qui est un frein de langue, est trop serré. C'est pas élastique naturellement. Et parfois c'est trop serré et donc ça joue un peu comme un élastique qui tire tout en arrière. Vous voyez un peu comme les rênes d'un cheval, ça tire en arrière. Sauf que quand la langue est retirée en arrière, alors que la langue devrait vraiment s'avancer sous le mamelon, lui, vient toucher le palais. Et là, ça fait très mal. C'est vraiment serré. Et vous le voyez, alors de toute façon, la maman ressent une sensation de pincement, voire pour certaines, ça équivaut à une morsure. Et finalement, lorsque le bébé se retire du sein, on voit un mamelon qui est déformé et qui ressemble à un bâton de rouge à lèvres tout neuf. Vous voyez quand il est aplati, biseauté comme ça sur le dessus. Et donc souvent, c'est que le mamelon n'a pas été pris assez profondément en bouche. Je viens de citer l'une des causes qui est le frein de l'entrecéron, mais parfois c'est une tension dans les cervicales qui empêche le bébé d'avancer. Parfois c'est le menton qui est un petit peu en arrière, on parle de rétrognathie. Si le menton est rétrognathe, eh bien, il va falloir jouer avec des positions pour permettre au bébé d'avancer davantage, d'ouvrir grand la bouche. De la même manière, lorsque le bébé tète, donc il ne fait pas juste ça, il va ouvrir grand, et s'il est complètement penché en avant, c'est-à-dire que si on l'a mis dans une position où la tête du bébé est calée dans le coude, mais que le bébé penche en avant, bien écoutez, on va s'imaginer que je suis en train de mordre à pleines dents dans une pomme. Quand je mords à pleines dents dans une pomme, je fais pas ça. D'ailleurs, ça change ma voix. Je fais ça. Donc de côté, ça donne. Donc j'ouvre grand la bouche, je vais avoir la possibilité d'avancer ma langue. Et si j'avance ma langue, parce qu'il n'y a pas de tension derrière, parce que personne n'a appuyé, personne n'a ouvert ma bouche, eh bien naturellement, je vais pouvoir ouvrir grand la bouche. Donc ces douleurs, c'est souvent, les crevasses, c'est souvent dû à une malposition de la langue ou le fait que la mâchoire ou la gencive serre un peu sur le mamelon et vienne l'enserrer. Et du coup, il y a des abrasions qui se créent, il y a un petit peu de peau qui commence à se cisailler, se gercer, et puis ça se craquelle, et ça fait très très mal. Alors comment éviter justement ces crevasses? Est-ce qu'il y a des positions particulières qui permettent? Absolument, absolument. J'en reviens à la position intuitive, même si beaucoup de personnes ont tendance à se dire mais non, mais c'est pas intuitif l'allaitement. Je sais que c'est intuitif d'aimer son bébé, et quand on aime son bébé, on a envie de lui faire plein de câlins. Donc moi là je suis dans une position sociale, j'ai le dos droit, je suis à la perpendiculaire, mais une maman qui allaite, elle est plutôt avachie, c'est pas très élégant soit, mais on s'en fiche. Elle est comme ça, elle joue un petit peu avec son bébé, elle lui fait un petit bisou parce que ça fait plaisir, et puis elle le garde à la bonne adresse. Alors entre nous, la bonne adresse, c'est pas au niveau du nombril, on est bien d'accord. Et donc le bébé a la bonne adresse, et vous voyez, je suis pas en train d'appuyer sur sa tête. Si j'ai peur d'avoir mal, si j'ai eu un petit peu mal, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de malaxer un petit peu mon sein, parce que ça c'est souple finalement, puis on n'ose pas trop toucher. Donc alors, je malaxe un petit peu, du coup ça va diminuer un petit peu cette forme très galbée, ça va essayer de l'assouplir, et en malaxant un petit peu, je fais avancer naturellement le mamelon, mais comme je suis dans cette position-là, le mamelon s'érige davantage. C'est plus fort que nous, c'est comme ça, c'est l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour qui fait que le mamelon coule, et puis là je peux aider mon bébé, je peux ajuster un petit peu, et puis si je sens que cette position-là n'est pas confortable, je vais mettre un petit peu sur le côté, voilà, je vais trouver une orientation qui va l'aider. En plus, du coup, ça va l'empêcher de tenir sa tête vers le bas. Justement, il va être poussé. En fait, c'est facile. Ma dernière a 12 ans, donc j'ai pas gardé les formes de la grossesse. Mais quand on vient d'accoucher, on a des monts et des vallées qui sont très jolis, très gracieux, et qui accueillent notre bébé, qui lui donnent des jolis points d'appui. Et notre bébé, quand il vient naître, c'est un petit animal, hein. Il y va comme ça, et il va basculer naturellement la tête en arrière. Du coup, il s'enfout un petit peu dans le sein, c'est tout à fait ok. Vous lui faites un petit canal de respiration. Ensuite, il va basculer un petit peu la tête en arrière, il vous verra, c'est très très sympa. On n'a plus grand chose à faire. Il arrive parfois que la maman est quand même encore mal dans cette position. Et l'une des premières choses à faire, c'est d'appuyer sur les fesses du bébé. Il faut le remonter légèrement. Et quand il remonte légèrement, il avance davantage son menton et il dégage son nez et ça va souvent mieux. Si dans cette position on a toujours mal, ça vaut le coup d'aller consulter quelqu'un de spécialisé
pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des tensions. Un accouchement qui a été très long, je parle au-delà de 15 heures, ou très très rapide, ou bien un enfant qui est né avec l'aide d'instruments, je pense à une ventouse, je pense à des forceps, ou alors un enfant qui est né avec le cordon autour du cou, qui n'a pas réussi à mobiliser facilement sa tête, ou bien un enfant, vous le voyez, en fait, il tourne plus facilement la tête d'un côté. Et systématiquement, vous mettez sur la table à manger, hop, il tourne la tête systématiquement d'un côté. Il y a de grandes chances que vous ayez mal d'un côté et moins de l'autre, voire pas de l'autre. Si vous avez mal d'un côté, ça vaut le coup d'aller consulter votre ostéopathe préféré, votre chiropracteur préféré, ou d'autres, ça peut être un kiné, ça peut être d'autres personnes. Et puis vous, naturellement, eh bien, je sais pas, au moment du change, vous pouvez prendre une huile d'olive par exemple, et puis vous chauffez un petit peu vos mains, et vous venez masser doucement. Et moi, quand j'ai eu un massage, je me sens toute molle. Donc, vous avez un enfant qui est un petit peu détendu, vous pouvez, en fait, les mamans peuvent essayer de détendre bébé. Et puis si elles se rendent compte, et d'ailleurs le mien, alors, il a un visage particulier, hein, mais mon petit bébé, il a une préférence, il tourne plus facilement la tête d'un côté que de l'autre. Et donc naturellement, eh bien, j'orienterai la musique, en tout cas le son d'un côté, la lumière d'un côté, puis je pourrais prendre par exemple un ange. Si je vois que mon bébé penche toujours la tête d'un des deux côtés, eh bien, je pourrais l'empêcher d'aller vers son côté préférentiel sans nuire à la mobilité. Je pourrais rouler un ange de ce côté-ci pour qu'il soit encouragé à aller de l'autre. Vous me suivez? Oui. Et donc ça va lui permettre d'explorer les deux côtés. Et imaginez que j'ai une tension là derrière. J'ai besoin d'ouvrir grand la bouche pour téter. Là, je vais pas ouvrir aussi grand parce que ça tire. Ouais. Donc si, par vos petits gestes de maman très affectueux, vous venez le masser, vous venez l'embrasser, vous venez masser un petit peu son corps, si ça va le détendre, il aura peut-être plus de possibilités de tourner des deux côtés et derrière, vous aurez moins de risque de douleur. Vous voyez pas? Et si une maman du coup a déjà des crevasses, est-ce qu'il y a des produits ou des techniques qui peuvent vous permettre justement de soulager ces douleurs? Absolument. Typiquement, les crevasses, en fait, on les rapproche des gerçures des lèvres. Les gerçures des lèvres, quand vous avez des gerçures d'hiver, qu'est-ce que vous mettez vous-même, Delphine, sur vos lèvres? Un stick à lèvres. Donc du gras. Du gras. D'accord. Et est-ce que vous prenez un gros pâté de crème que vous mettez sur vos lèvres? Comment vous faites? Oui, bah j'en mets bien. Mais il y a un gros pâté ou il y a un petit stick fin? La nuit, j'en mets un petit peu plus. Mais il y a un stick fin aussi. Et en fait, il y a une action mécanique. Et donc vous allez. J'en mets plus souvent. Exactement. Mais vous venez de me donner la clé. Vous voyez, même sans avoir un bébé que vous allaitez en ce moment, vous avez déjà la clé. Quand on a des gerçures, parce que les crevasses, ce sont des gerçures au départ, c'est la peau qui se craquelle parce qu'il y a un étirement et parce qu'il y a des frottements. Et donc, naturellement, on se dit, on va mettre du gras. Donc, éventuellement, on peut prendre une petite crème qui va être grasse. Souvent, on aime beaucoup appliquer de la lanoline. Et la lanoline, en fait, c'est de la graisse de laine de mouton. C'est un produit qui a été purifié. On en trouve dans différentes formes. On en prend alors on se lave bien les mains. On prend une noisette. Il y a des mamans qui trouvent qu'elle est mieux, elle est plus facile à appliquer quand elle est un peu plus liquide, sachant que c'est pas vraiment liquide la lanoline. Hein. C'est une crème qui est quand même assez épaisse. Eh bien, elle le met dans la poche du pantalon, un petit peu comme, vous savez, le beurre de cacao que vous avez dans la poche l'hiver, et puis l'action mécanique. Et on en repasse, et on en repasse. Et on n'attend pas que ça tire, dès que ça tire un peu sur les lèvres, dès que on sent que c'est plus assez agréable. On repasse du gras. Donc la lanoline, ça peut être une piste. Mais je sais que vous en avez, je crois d'ailleurs chez Nivea. Il y en a plein d'autres marques, hein, et on n'a pas besoin, en fait la lanoline c'est un produit relativement simple qu'on devrait trouver un petit peu partout, mais vous avez un produit, vous les mamans, qui est disponible, gratuit et exceptionnel, c'est votre lait, puisqu'on a besoin de gras. Et le lait maternel, c'est 4% de matière grasse systématiquement. Donc le conseil habituel qui consiste à faire perler un petit peu de lait sur le mamelon après la tétée, c'est tout à fait cohérent. Et chez certaines mamans, ils vont aller un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer des compresses stériles qu'elles ont eues à la maternité ou qu'elles ont dans l'armoire à pharmacie. Elles vont vraiment exprimer du lait à la fin de la tétée jusqu'à mouiller la compresse. On a réellement besoin d'une compresse imbibée. Elles la mettent sur le sein et sur cette peau qui est quand même un petit peu abrasée, un peu mâchée parfois.
elles prennent du film alimentaire pour le maintenir en place et le maintenir humide. Et toutes les heures, elles vont changer cette compresse, toutes les heures, parce que toutes les heures, elle est toutes les 2 heures maximum, et ça va permettre de faire un pansement en milieu humide, et la cicatrisation en milieu humide marche avec le lait maternel, parce que c'est un produit qui est bourré d'anticorps, et ça permet de reconstituer la peau, mais d'une manière très souple. C'est-à-dire que la peau se reconstitue sans qu'il y ait nécessairement des croûtes. Parce que quand on a eu des crevasses et que c'est un petit peu saigné, on redoute énormément le bébé qui va retirer la croûte au moment de téter. Donc là, on a une peau qui se régénère très très rapidement, sans faire de croûte. Alors bien entendu, dans la pharmacopée, il existe énormément de solutions. J'invite beaucoup les mamans à rester sur des choses simples et avec un minimum de parfum et un minimum de composants. Une crème qui aurait 5-6 composants, pour moi, c'est une possibilité de risque. Pourquoi ? Parce que certaines mamans vont mal réagir à un ingrédient. Et s'il y en a 5 dans la crème et qu'il y a une réaction, on ne sait pas à quoi la maman a réagi. Donc du coup, sans additifs, sans conservateurs, oui. sans parabènes, sans parfum, oui. Ça c'est vraiment... Oui, et avec un minimum d'ingrédients. On parle beaucoup en ce moment de miel. On a besoin d'être vraiment très prudent avec le miel, puisque on ne va pas prendre le miel du placard. Le miel du placard de la cuisine est certes délicieux au goût. Maintenant, votre enfant va téter derrière, puisque je n'ai pas mentionné, mais une douche quotidienne suffit avec une eau savonneuse, et on ne va pas nettoyer les mamelons. C'est aberrant de nettoyer et d'abraser les mamelons avant chaque tétée et entre les tétées. Donc une douche quotidienne suffit, et si vous appliquez une crème, il ne va pas être nécessaire de l'enlever. On parle beaucoup de miel. Le miel a des propriétés, je vais y arriver, cicatrisantes qui sont vraiment très intéressantes. Pour autant, il y a aussi parfois des bactéries dans le miel qui risquent de provoquer ce qu'on appelle le botulisme chez les enfants s'ils en consomment avant l'âge d'1 an. Donc si vous étiez amené, mesdames, à utiliser du miel, vous allez en pharmacie et vous demandez au pharmacien un miel stérilisé. Donc il existe des marques de miel qui ont été formulées, enfin le miel n'a pas été formulé, mais en tout cas la longan a été préparée de telle sorte que le bébé ne risque pas d'avoir une soit compatible du coup avec voilà. Donc il existe ça, puis il existe tout un tas d'ingrédients. On a longtemps mis des pommades avec une base de vaseline. Moi, je me dis que la vaseline, c'est comme un dérivé du pétrole, et je pense à un bébé qui va goûter un dérivé du pétrole. Donc, dans l'absolu, plus c'est simple, plus c'est naturel. J'ai même des mamans qui mettent de l'huile d'olive. Pourquoi pas ? Parce que finalement, on a besoin de gras. L'huile d'olive est peut-être moins cicatrisante que le lait maternel, mais dans un premier temps, pourquoi pas ? On peut essayer. Restons simples et mettons du gras. Et alors, il y a un message qu'il est bon de véhiculer, c'est que les crevasses, ça doit guérir en... Alors, je vous parlais de sensibilité des mamans tout à l'heure, mais des crevasses qui sont présentes devraient disparaître au bout de 24-48 heures. Si au bout de 48 heures, il y a toujours des crevasses, ça vaut le coup de harceler le monde. Et puis, bon, mesdames, vous avez sans doute la visite d'une sage-femme après la naissance de votre enfant. Si vous n'avez pas eu ce service, vous pouvez le demander. C'est dans le cadre du Prado. Oui, dans le cadre du Prado. On peut très très bien faire appel à une professionnelle qui va venir à domicile, et puis on l'évoque auprès d'elle. Et puis si la professionnelle le juge utile, parfois il ira jusqu'à vous prescrire une pommade antibiotique qui reste compatible avec l'allaitement et qui permet de guérir vite. Parce que quand on a mal, on veut guérir vite. Et si on a trop mal, pardon, j'aime bien aller un petit peu au bout, si on a trop mal, parfois on va décider pendant quelques heures de mettre le mamelon au repos de la succion du bébé, auquel cas on va utiliser un tire-lait. Et ça permet en fait de ne pas... si on sent que la succion fait mal, utiliser un tire-lait, déjà ça nous permet d'arbitrer. Ah tiens, avec le tire-lait j'ai pas mal, donc ça vient peut-être d'une difficulté avec mon bébé, soit on n'arrive pas à s'accorder, soit mon bébé a une spécificité qui fait qu'il n'arrive pas à téter sans causer de douleur. Donc ça c'est une première chose. Et puis parfois, vous parliez des causes de crevasses, certaines mamans vont utiliser un tire-lait pour des tas de raisons qui sont très très justes, mais finalement on leur a donné un bon modèle de tire-lait, un moteur adapté,
Et on n'a pas mesuré les mamelons qu'elles ont, et parfois on a des tétrelles qui ne sont pas adaptées à la taille de leur mamelon. Et finalement, elles n'avaient pas mal en mettant leur bébé au sein, et elles ont des lésions parce qu'un frottement vient s'opérer dans le tunnel de la tétrelle, le mamelon est un petit peu enserré, et là ça crée des douleurs. Donc restons vraiment à l'écoute de notre corps, on ne doit pas avoir mal en allaitant. Et mettre le bébé, la succion du bébé entre parenthèses, ce que je veux dire, c'est ne pas mettre le bébé au sein pendant 2, 3, 4, 5 heures, parfois 24 heures juste pour se dire, allez, je récupère un petit peu de force, je souffle un peu et puis on avance, ça peut être pas mal. Certaines mamans vont avoir besoin de prendre des antalgiques pour pouvoir tenir. Et c'est tout à fait compatible avec la maison. Est-ce qu'il y a justement un site qui permet aux mamans de voir ou de vérifier qu'un produit est bien compatible? Absolument, absolument. Il en existe beaucoup. Il existe beaucoup de ressources internationales. Et en France, on a plusieurs ressources francophones qui sont très très pratiques. Vous avez le site du Centre de recherche sur les agents tératogènes, le CRAT, lecrat.fr, qui est une émanation de l'hôpital Trousseau, donc une équipe dédiée à l'allaitement et la grossesse, c'est-à-dire qui vient regarder quelle est la compatibilité des médicaments avec la grossesse et l'allaitement. Vous pouvez aussi appeler les centres de pharmacovigilance et les lactariums de vos régions, qui vont vous donner un avis rapide. Et c'est quand même bien rassurant. Typiquement, hier soir, une maman me disait « Oh, j'ai envie d'appliquer du baume du tigre. » Non. Pas le baume du tigre. Pour les crevasses. Non, alors c'est pas sur les crevasses, il faut les mettre ailleurs, mais j'ai dit non. Parce que le baume du tigre contient du camphre et c'est un produit neurotoxique pour le bébé, donc on est vigilant. Donc ça, et elle avait, alors je ne sais pas si elle a même cherché, je crois que c'est une copine qui lui a dit « Ah tiens, ça se soigne tout, mais ça, c'est pas parce qu'on a un petit remède de grand-mère qu'il est anodin. » Donc soyons un petit peu vigilants aussi. Tout à l'heure, vous avez évoqué des mastites et des engorgements. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, un engorgement, c'est un embouteillage finalement. C'est-à-dire qu'on a un afflux de lait. Souvent, le premier cas d'engorgement va se produire au moment où le bébé est tout jeune et il y a une transition entre le colostrum et le lait, dit de transition d'ailleurs. En tout début d'allaitement. Et des mamans, moi je me suis retrouvée avec les seins de Pamela Anderson et c'était pas du tout confortable. du tout. Et finalement, c'est lié essentiellement à un défaut de drainage. Alors, il se trouve que dans mon histoire, on m'avait suggéré d'attendre 4 heures entre chaque tétée, ce qui me ferait hurler aujourd'hui. Mais j'étais bonne élève à l'époque, donc j'attendais 4 heures entre chaque tétée. Donc j'ai eu des seins très très gros que j'ai interprétés comme étant plein de lait. Et en fait, c'était pas plein de lait, c'était plein d'œdème. Donc quand il y a un engorgement, certes, il y a parfois un peu plus de lait dans les seins, mais il y a surtout de la pression autour. Il y a de l'eau qui vient enserrer les canaux, et il y a beaucoup de chaleur, puisque la chaleur va essayer d'aider le lait à couler. Mais on a vraiment très très mal. Donc quand il y a un engorgement, la première chose à faire, c'est de laisser tout de côté et de mettre bébé au sein vraiment très 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 souvent. Quand je dis très souvent, si votre bébé peut aller au sein toutes les heures, c'est vraiment super. Pour permettre justement le drainage. Maintenant, quand il y a un engorgement sévère, souvent le sein est tellement dur que le bébé n'arrive pas à saisir le mamelon. Donc en fait, avec des petits massages tout doux, tout autour, eh bien, on va assouplir l'aréole et on va permettre au bébé de mieux téter. Donc ça, c'est une chose. Je vous parlais de chaleur, parce que la chaleur va permettre au lait de couler. C'est l'action la plus efficace. Chaleur, tétée, chaleur, tétée, chaleur, tétée. Si ça ne suffit pas, pour l'engorgement du début de l'allaitement, eh bien, on a la possibilité d'utiliser ses deux mains. Et on chauffe, on masse et on fait sortir du lait. Voilà, très régulièrement, mais très régulièrement. Je parle réellement de tirer une dizaine de minutes toutes les heures. Et ce faisant, très rapidement, l'œdème va dégonfler et le sein va retrouver une souplesse. Voilà. On pourrait utiliser le tire-lait aussi. Il y a des personnes, et je ne sais pas pourquoi, qui interdisent aux mères de tirer leur lait. Il est vrai que quand il y a un engorgement, c'est toujours très spectaculaire. Et on a des personnes qui ont l'impression que si on stimule derrière, ça va envenimer un phénomène. Or, on est sur une fonction typiquement physiologique et le sein a besoin d'être drainé et il est aussi dans une phase où il est en train d'installer une lactation. Donc si on n'intervient pas, si on ne vient pas drainer le sein, si
on ne veut pas utiliser de tire-lait. Si on ne met pas le bébé au sein, eh bien l'engorgement va se compliquer, c'est là que peut intervenir la mastite. Donc là, il y a de la chaleur, on a les symptômes qui font penser à la grippe, et puis on commence à avoir un placard rouge, donc vraiment un endroit très très rouge et très douloureux sur le sein. Ça, c'est une complication possible. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que quand le sein est comme ça, bloque, eh bien la lactation stagne. Et certaines mamans qui ont eu des engorgements sévères à répétition ou des épisodes de mastite vont relever que leur lactation a diminué un peu. Et c'est quand même dommage, surtout quand on est en début d'allaitement. Donc je parlais de chaleur et de drainage fréquent, et ça j'insiste énormément, et on peut enrayer un engorgement en 3 heures en faisant ça, tout simplement. Certaines mamans ont trouvé juste de mettre du froid parce qu'elles trouvaient que la sensation de froid leur faisait du bien. Alors il y a des pyramèdes de grand-mère, il m'est arrivé de suggérer qu'un papa ait cherché des petits pois congelés, et donc on prenait un lange, on mettait le sachet de petits pois dans le lange, on avait ce cataplasme froid, et la maman mettait ça sur le sein. J'ai vu des parents utiliser des feuilles de chou vert. Un chou rouge, ça tâche. Le chou vert, ça sent un peu fort, mais en fait, les grands-mères nous disent que le chou vert a une action, c'est astringent, ça vient activer la circulation sanguine, et du coup, on voit même une feuille se flétrir, hein. La maman la garde une vingtaine de minutes sur le sein, et du coup, ça assouplit un petit peu les tissus. Maintenant, clairement, derrière, on a besoin de chaleur et de drainage. Chaleur, drainage, et ça part très très vite. Maintenant, s'il y a une mastite, si d'emblée c'est très douloureux, s'il y a des lésions à côté, on file chez le médecin et on lui demande une prescription d'antibiotiques. Ça voudrait dire que la mastite est d'origine infectieuse. La plupart du temps, la mastite elle est d'origine mécanique. Soit on a dormi sur le ventre, soit on a porté. Je me souviens d'une maman qui avait elle avait acheté 3 fois le même soutien-gorge, et l'un d'entre eux avait une couture qui était mal fichue, et du coup, ça venait appuyer en permanence à un endroit, et elle se faisait systématiquement une mastite à cet endroit-là. Et elle a identifié que c'était lié à son soutien-gorge. J'ai vu des mamans qui avaient une mastite consécutive à un long trajet en voiture, donc le bébé dort, il est peinard. Allez, on a passé 5-7 heures en voiture, on n'a pas fait de pause, même si la prévention routière suggère de faire des pauses, on n'a pas fait de pause, puis il y a eu la ceinture de sécurité. Et là, il y a un sein qui a mal vécu cette étape. Donc, s'il y a une mastite à ce moment-là, eh bien, on fait comme pour l'engorgement, chaleur, drainage, chaleur, drainage, chaleur, drainage, repos, et repos allongé. De toute façon, on a l'impression d'avoir attrapé la grippe, hein. On est réellement au niveau des symptômes complètement sonné. Bien sûr, et j'ai même des mamans qui me disent je vais arrêter l'allaitement, j'ai la grippe. Et justement, arrêter l'allaitement dans ces circonstances-là, c'est la dernière chose à faire. Puisque, allez, on va décaler, on va prendre une autre image. Imaginez que vous ayez un départ en vacances sur l'autoroute. Donc vous avez un afflux de voitures avec une voie de communication qui a l'habitude de gérer un flot de voitures. Mais là, il y en a beaucoup. Que fait l'administrateur de l'autoroute? Il ouvre des portes de sortie, et il en ouvre davantage. Donc s'il y a un afflux de lait ou s'il y a un blocage parce qu'il y a eu un embouteillage à un endroit, eh bien on va ouvrir un maximum de portes de sortie pour permettre l'évacuation de cet embouteillage. Donc quand il y a une mastite, quand il y a un engorgement, si on a l'impression qu'il y a un blocage à un endroit, on ouvre les portes de sortie, c'est-à-dire qu'on démultiplie le nombre d'occasions de drainer. Et les mamans sont très futées, avec leurs mains, elles vont masser, elles vont prendre le tire-lait, et pas le tire-lait en mode sauvage, hein, on va pas le mettre à fond, mais on va le mettre très régulièrement. J'ai des mamans qui, par exemple, sur l'un de vos tire-laits, utilisent que la phase de stimulation, mais elles arrêtent puis recommencent. Et puis elles arrêtent puis recommencent. Et il y a des mamans qui vont juste le mettre tout doux, et puis ça assouplit un peu les seins, ça me procure un confort, et je recommence quelques temps plus tard. Et ça devrait réellement débloquer la situation. Parce que souvent, quand il y a ce blocage, ça sort plus. Et la maman a l'impression qu'il n'y a plus de lait. En fait, il y a du lait, mais surtout une profonde douleur, et on veut éviter que ça dégénère dans la phase au-dessus, qui est l'abcès. Et l'abcès, une fois encore, n'amène pas une maman à arrêter l'allaitement. C'est douloureux, c'est extrêmement fâcheux, mais si l'abcès, vous voyez, le mamelon est là. Si l'abcès est là, il n'est pas lié en fait au mamelon. Il n'y a pas de raison, même si l'abcès devait céder et qu'il y a un petit peu de pus sortait, il n'y a pas de raison que ça vienne toucher le mamelon. Donc on nettoie, on met un pansement, et le bébé peut téter derrière, ou on peut tirer du lait derrière. Et on n'enlève pas au sein sa propre fonction. Surtout que plus on va drainer, et mieux ce sera. D'accord.
Vous avez des questions des internautes, c'est ça? Oui, alors on avait une autre question dans l'internaute, c'était par rapport aux autres douleurs. Donc on a parlé des mamans, des seins. Est-ce qu'il y a d'autres douleurs, par exemple dans le bas-ventre? Oui, les mamans qui absolument. ressentent des douleurs au niveau de l'utérus. Est-ce que c'est normal? Exactement. En fait, en démarrage de l'allaitement, et merci de souligner, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, des mamans vont ressentir ce qu'on appelle des tranchées. Et les tranchées, c'est en fait l'utérus qui se recontracte et qui retrouve sa forme initiale. Et c'est pas toujours ce qu'on a envie de vivre parce que ça ressemble c'est assez proche des douleurs de contraction utérine. Et quand on vient d'accoucher, on n'a pas toujours envie de ressentir ça, mais ça montre en fait que ça marche. Donc ça, ce sont des douleurs qui souvent sont supportables. Certaines mamans vont quand même avoir besoin de prendre un antalgique. Mais ça, c'est tout à fait OK. Ça, c'est une continuité en fait de l'accouchement. Donc ça peut aller. Et certaines mamans vont prendre une bouillotte qu'elles vont mettre sur leur ventre à ce moment-là. D'accord. Ouais. Et au niveau du dos, est-ce qu'il y a des positions? Tout à l'heure, on parlait de cette position un petit peu avachie qui peut permettre à la maman de soulager un petit peu les douleurs qu'elle a dans le bas du dos. Et en fait, on est toutes capables de dire quelle position sera confortable pour nous. Une position confortable, c'est peut-être pas de rester comme je suis assise pendant longtemps. Maintenant, si j'ai envie de rester assise comme ça, je vais peut-être mettre des coussins derrière mon dos, je vais peut-être m'aider avec quelque chose. Je citais la position instinctive tout à l'heure, la position qu'on nomme biological natural. Donc ça, c'est pour tout à fait comme ça, parce que en fait, je m'adapte à la morphologie de mon corps. Mais si j'ai un bébé qui préfère être comme ça, je peux très bien me mettre dans cette position aussi. Et là, je m'adapte à mon corps. Si je sens que j'ai besoin d'un soutien au niveau des épaules, eh bien, je vais voir si je peux caler des coussins derrière. Si j'ai besoin d'un coussin pour caler mon bras, parce que j'aime bien en fait soutenir mon bras, éventuellement je vais mettre des coussins. Mais finalement, chaque maman, c'est propre à chaque maman de décider de son confort. J'ai des mamans qui elles sans jamais avoir besoin d'un coussin d'allaitement. Maintenant, rester comme ça pendant 3/4 d'heure, il est tout à fait possible que ça finisse par tirer sur les mains, sur les poignets. Tandis que cette même position, si on s'incline, eh bien, vous pourriez tester, même en portant un poupon, là je ne soutiens plus le poids du poupon. Parce que là je le soutiens. Parce que la gravité me fait porter le bébé. Et du coup, quand la gravité me fait porter le bébé, eh bien, ça tire un peu partout. Il y a des mamans que je retrouve comme ça sur la pointe des pieds. Et du coup, on va prendre des vieux annuaires, donc ça ne sert plus à rien les annuaires. Et donc on va mettre les annuaires sous les pieds de la maman pour qu'elle puisse basculer un petit peu le bassin. Il y a des mamans qui vont avoir des douleurs, par exemple au niveau du périnée, parce que soit il y a une déchirure, soit il y aurait une épisiotomie. Et donc ces mamans-là, soit on prend une espèce de petite bouée qui n'est pas trop gonflée, soit on prend un coussin d'allaitement très, très souple, très mou, puis on fait une bouée, et on propose à la maman de s'asseoir dessus. Donc le but, c'est que pendant la tétée, la maman ait quasiment pas de douleur. Qu'on élimine toutes les douleurs possibles, que ça devienne un moment simplement agréable et puis de communion, de relation avec ce bébé. D'ailleurs, c'est mignon quand le bébé est comme ça, il lève la tête, il regarde sa maman et la terre peut s'arrêter de tourner. Et puis la maman, elle caresse son enfant et ça va bien. Et si elle a mal, eh bien, elle va trouver des ajustements. J'ai des mamans qui me disent si je mets mon bras comme ça va mieux. D'autres me disent si je suis comme ça va mieux. Moi, je ne sais pas. Bien sûr que j'ai appris plein de choses, mais c'est la maman qui sait le mieux pour elle. D'accord. Donc les douleurs sont vraiment liées à l'inconfort. Pour être bien et pour éviter justement ces douleurs, il faut vraiment que la maman trouve des petites astuces pour se sentir à l'aise lorsqu'elle allaite. Et si elle n'en trouve pas, bien sûr qu'elle peut faire appel à des gens spécialisés qui vont l'accompagner là-dedans. Mais je vois beaucoup de mamans à qui on a dit, et je trouve ça un peu terrible. Non, mais la position est bonne, c'est simplement que vous êtes sensible. J'ai en mémoire une maman qui me dit vous savez, si j'ai des crevasses, c'est normal, c'est parce que je suis rousse. Et donc, j'ai souri en me disant mais vous vous souvenez, pour le premier enfant, vous n'aviez pas eu de crevasses, vous étiez déjà rousse. Donc c'est pas parce qu'on a une peau plus fine, je sais pas si on a des peaux plus fines, vraiment, si la peau est fine et que le mamelon est à la bonne distance dans la bouche, il n'y a pas de problème. On peut avoir une peau un peu tannée, si le mamelon est mal positionné, ça fait mal. Et puis parfois, il n'y a pas que des crevasses, parfois il y a une infection en fait. Parfois on va avoir une petite bactérie qui vient nous gêner et qui est assez douloureuse, parfois on va avoir un champignon. Heureusement, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Et donc, même si quelqu'un vous dit
Non, mais il est bien positionné, ça ne devrait pas faire mal. Ou si la voisine, vous mettez qui vous voulez derrière mon qualificatif de voisine. Ah, mais l'allaitement, ça fait mal. De toute façon, moi, j'ai mal. Et donc, ça fait mal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Donc, restez à l'écoute de vos sensations. Se faire confiance, c'est pas évident. Mais on n'est pas... En tout cas, ressentir, enfin, se dire... Voilà, il y a un truc qui cloche. Si je ressens cette douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Donc, on agit. Et quand on n'arrive pas à agir soi-même, on fait appel à un ami, un joker. Et donc du coup, le mieux, c'est de réagir aussi au plus vite. Si on ressent quelque chose qui ne va pas, ne pas attendre que les choses s'aggravent, mais justement réagir vite. Absolument. Est-ce que vous avez des cas cliniques à partager avec notre communauté, des choses qui vous ont marqué lorsque vous étiez particulièrement par rapport aux douleurs? J'en ai tous les jours, vous savez, on fait appel à une consultante en lactation pour essentiellement 2 grands motifs. Mon bébé ne prend pas assez de poids ou alors j'ai mal. Donc ça, ce sont 2 grands motifs. Bien sûr, on fait appel à nous pour plein d'autres questions, on est ravis de les accompagner, mais souvent, il y a ces 2 questions urgentes. Comme beaucoup de personnes, le 31 décembre, je m'apprêtais à faire la fête et puis je reçois le coup de fil affolé d'une amie sage-femme qui me dit « Écoute Carole, là je sais pas quoi faire, j'ai une maman qui a mal et je sais pas comment l'accompagner. » Et donc j'étais dans le fin fond de la campagne de Poitevine, dans un endroit où le téléphone ne capte pas, et je réussis à avoir cette maman au téléphone qui me décrit des douleurs qui me font penser à une mastite. Maintenant, la mastite durait depuis une semaine. Et elle avait essayé des petites astuces. Et donc, moi, j'étais quand même un petit peu inquiète. Et je lui dis, j'aimerais bien que vous alliez aux urgences. Non, c'était le 30 décembre. La première fois qu'elle m'a appelé. Le 30 décembre, elle se dit qu'elle n'allait pas aller aux urgences. Le 31 décembre, je l'ai de nouveau au téléphone et elle me dit, je me sens un peu fiévreuse, mais en fait, depuis ce matin, la fièvre diminue, ça a l'air d'aller. Mais bon, elle me décrit une rougeur sur le sein. Alors je lui dis, écoutez, vous avez un smartphone, je vais vous inviter à photographier le sein et vous m'envoyez la photo. En voyant la photo, je lui dis, là, vous allez s'il vous plaît aux urgences parce que j'ai l'impression qu'il y a un abcès et j'aimerais qu'on pose le diagnostic. Et j'ai insisté en disant, le fait, la prise de poids de Martin, elle est comment? Elle est ok, la prise de poids de Martin? Oui, la maman disait, la prise de poids de Martin, elle est ok. D'accord, la prise de poids de Martin est ok. Ensuite, elle arrive aux urgences, la pauvre souffrait d'un abcès qui a été ponctionné grâce au talent d'un interne des urgences. Donc j'étais vraiment ravie de ce type de prise en charge, puisqu'une ponction de l'abcès est moins à risque de léser le sein par la suite et permet une reprise de l'allaitement. Elle me rappelle le lendemain en m'expliquant qu'elle n'avait pas voulu prendre l'antibiotique qu'on lui avait prescrit parce que ça lui donnait mal au ventre. Et puis elle me dit, oh, j'ai encore un peu mal. Eh bien, je l'ai envoyée donc aux urgences le 31 décembre et le 1er janvier pour une reponction d'abcès parce que la pauvre a eu un abcès qui s'est recollecté. Très bien. Et je continue d'insister. Et la prise de poids de Martin, elle en est où? Elle me dit, tout va bien, tout va bien. Et donc, elle prend rendez-vous avec moi le 7 janvier pour voir les suites et s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveau un abcès. Et en fait, son petit bonhomme venait tout juste de reprendre son poids de naissance. Il avait là 6 semaines et il avait uniquement repris son poids de naissance à 5 semaines et des poussières. Et en fait, l'abcès est une conséquence dramatique d'une prise en charge mal considérée en fait de son allaitement. C'est-à-dire que ce bébé ne prenait pas assez de poids, on avait plus d'un kilo de retard. Ce bébé ne prenait pas assez de poids, mais les gens qui l'entouraient ont dit oh, ça va venir, ça va venir. Et donc comme son corps avait très envie de nourrir un bébé, mais qu'il y a eu des maladresses dans la prise en charge, que ça n'allait pas, elle s'est retrouvée avec des lésions, elle a utilisé des bouts de sein en silicone, elle a un sein qui s'est engorgé, un sein qui a dégénéré avec une mastite, enfin l'engorgement a dégénéré en mastite, la mastite est devenue un abcès, simplement parce que la prise de poids du bébé n'était pas bonne et qu'on n'avait pas compris pourquoi c'était pas bon. Donc ça c'est vraiment un indicateur fort. Vraiment. Et donc je sais que je suis casse-pied, je sais que je suis plus exigeante que tout le monde, souvent, mais mon but c'est de la prévention. Et quand on a bien bossé au départ, quand le bébé, un petit garçon, prend 35 grammes par jour, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de conséquences négatives derrière. Une maman qui a toujours des crevasses à 3 semaines, pour moi c'est une alerte rouge. Il faut prendre ça en charge tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et 3 semaines, c'est inadmissible. Je me mets à sa place, la pauvre, elle n'en peut plus émotionnellement. Ça doit être un enfer qu'on a été. Donc, on ne reste pas là.
Donc retour aux bases, donc prise de poids du bébé et aussi faire évaluer ça. Si ça va pas, pourquoi ça va pas, on revoit la position, on essaie de comprendre et rapidement. Et on sait que quand on rentre de la maternité, on n'a pas envie de retourner chez un ostéopathe, de retourner voir une consultante en lactation. Mais parfois, ça vaut le coup d'intervenir si vite. Ouais. D'accord. Donc, voilà, oui, et des situations comme ça, hélas, souvent, j'aimerais éviter ça. J'aimerais vraiment éviter ça, et c'est pour ça que voir une consultante précocement, c'est une bonne chose, et précocement, c'est souvent simplement en prénatal. Quand on a l'impression que l'accompagnement avec la sage-femme manquait un petit peu ne nous a pas procuré suffisamment de repères pour se sentir solidement ancré et face à affronter plein de défis. D'accord, très bien. On a une question d'Émilie qui nous demande, alors on en a un petit peu parlé avant, mais quelle est la meilleure solution pour soulager les seins pendant un engorgement, tire-lait ou expression manuelle? Les deux, et en fonction de votre ressenti, de votre confort. On va d'abord mettre de la chaleur. Donc la chaleur, ça peut être, si vous avez un four à micro-ondes, vous prenez une chaussette, vous mettez du riz dedans ou des lentilles, vous fermez la chaussette, vous passez au micro-ondes. Le fait que vous avez une bouillotte un petit peu souple, vous mettez ça sur le sein. Il y a des mamans qui vont simplement chauffer leurs mains, et puis avec les mains, du coup on rejoint votre expression manuelle, chauffer un petit peu le sein. Certaines mamans vont, alors c'est une méthode un petit peu rigolote, elles vont prendre un verre avec un bord large, elles vont mettre de l'eau chaude, pas de l'eau bouillante, de l'eau chaude dedans, elles vont vider le verre, même garder l'eau dans le verre et amener ça vers le sein, et apparemment la chaleur permet d'attirer finalement le lait. Donc ça c'est une première chose, et puis le tire-lait. Le tire-lait tout doux, mais fréquemment. Et quand je dis fréquemment, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser le tire-lait une demi-heure, on va tirer une dizaine de minutes. Ça veut dire, Émilie, vous vous connaissez mieux que moi, je connais votre corps. Et donc, si vous vous sentez que 3 minutes c'est suffisant, que 20 minutes ce serait mieux, c'est vous qui décidez. Certaines mamans ne supportent pas d'utiliser un tire-lait, d'autres ne se sentent gauches en utilisant leurs mains. Donc, essayez. Et certaines mamans vont céder en prenant une douche. Maintenant, quand on a un engorgement, on n'a pas toujours le temps de prendre une douche tout le temps. Mais une bonne douche chaude avec un gel bien orienté sur les zones douloureuses. Au départ, on a l'impression d'avoir un peu comme des noix dans le sein, un peu comme des boules. Et finalement, on vient masser ces endroits-là et ça coule plus facilement. Alors justement, en termes d'expression manuelle, de massage, comment permettre justement au lait de sortir au mieux? Est-ce qu'il y a des techniques de massage particulières pour l'expression manuelle? Alors, il y a différentes choses. Pour permettre au lait de sortir le mieux, on a ce qu'on appelle la compression mammaire. Donc, si mon petit bébé est calé sur le sein et que je vois qu'il ne déglutit pas très souvent, je vais faire un C en fait, avec mon index et mon pouce. Je vais me mettre, je vais coller soit mon pouce sur le thorax. Certes, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc les mamans vont s'adapter, mais je vais vraiment aller le plus près du thorax, et puis de fait, mon doigt ma main va s'ouvrir et je vais avoir un grand angle pour pouvoir comprimer le sein et venir comprimer la glande mammaire. Et la compression mammaire, je comprime, d'accord? Et je reste bloquée là-dessus, et puis après je vais changer d'angle, d'accord? Donc ça, la compression mammaire, ça permet de drainer davantage le sein. Si je veux faire de l'expression, donc si je veux drainer à la main, eh bien il y a différentes techniques. On peut masser, donc là je fais aussi un C. Je presse, je comprime et je vais vers le mamelon. Je presse en arrière, je comprime et je vais vers le mamelon, et puis je vais tourner un petit peu. Voilà. Et certaines mamans vont s'aider avec les deux mains. Voilà. D'accord, très bien. On a une autre question. Alors, c'est Marie qui nous a contacté. Les bouts de sein m'ont sauvée pour soulager la douleur pour l'allaitement de mon premier, mais pour mon deuxième. Pour mon deuxième, ma sage-femme me l'a déconseillé, j'en ai peur et j'ai peur de ne pas savoir gérer la douleur en bébé. Numéro 2, ce matin. Alors, d'abord, on revient à la base. Pourquoi est-ce que vous aviez mal? Qu'est-ce qui causait la douleur, Marie? Et c'est pas parce que vous avez eu très très mal pour bébé 1 que bébé 2 sera forcément aura le même type de suture. Vous avez raison, le fait que l'utilisation du sein vous ait permis de dépasser ces douleurs et vous ait permis d'allaiter, je trouve que c'est super. Pour autant,
temps, votre sage-femme a aussi raison, puisque lorsqu'on utilise un bout de sein en silicone, en fait, je montrais tout à l'heure, peut-être que vous n'avez pas vu, lorsque le bébé tète, il a besoin de prendre une grande bouchée de sein. Quand il prend une grande bouchée de sein, il vient bien drainer une grosse partie du sein, et donc il ne fait pas que prendre le bout. On a remarqué qu'aussi le bébé tète uniquement, on a mis un écran, donc un bout de sein en silicone devant, et bien certains bébés vont prélever entre 20 et 50% de lait en moins que s'ils étaient en direct. Donc c'est sans doute ce à quoi pense votre sage-femme. Elle se dit, on a mis un écran, la maman a un sein qui est moins bien drainé. Si le sein est moins bien drainé, il peut y avoir des engorgements, il peut y avoir des épisodes de canne bouchée et un bébé qui prend moins bien du poids. Si utiliser le bout de sein en silicone vous rassure, eh bien, vous pouvez vous dire, dans un premier temps, en tout cas le premier mois, je fais peser mon bébé très régulièrement et si peut-être que vous êtes consciente que la prise de poids des bébés allaités devrait être reportée sur des courbes de référence de l'OMS. L'OMS a édité des courbes de poids fiables pour les bébés allaités. Donc, vous faites peser votre bébé, on trace la courbe de l'OMS, si on est pile dans le couloir de départ, on ne se pose pas de questions, tout va bien, et vous voyez si vous arrivez de temps en temps à retirer le bout de sein en silicone, et peut-être même carrément à ne jamais le mettre. Si votre bébé ne suit pas la courbe de poids de référence des bébés allaités, on va chercher un tire-lait, et le premier mois, 3-4 fois par jour, vous allez tirer votre lait pour pouvoir en fait juguler le manque, c'est-à-dire le drainage n'aura pas été complet en fait, puisque on utilise un bout de sein en silicone et donc on va compléter le drainage avec le tire-lait 3-4 fois par jour le premier mois. Pourquoi le premier mois? Parce que c'est le mois de l'installation de la lactation. Une fois que la lactation est installée, il y a de bonnes chances que ça se passe très bien. Donc le bout de sein en silicone, c'est pas un démon complet. C'est vrai que c'est un accessoire, ça veut dire qu'il faut avoir l'accessoire, c'est aussi un nid à microbes. Enfin, je comprends la position de la sage-femme et en fait la vôtre peut s'équilibrer. C'est-à-dire que la position de la sage-femme peut s'accompagner d'une prise en charge rapide des causes de douleur, identifier pourquoi vous avez mal et traiter ça rapidement. Et si vous choisissez, même parce que ça nous rassure, d'utiliser le bout de sein en silicone, à ce moment-là, eh bien, on trouve des adaptations. Donc peut-être utiliser le tire-lait, de toute façon être vigilant sur la prise de poids, être vigilant sur les tensions. Si vous avez mal, eh bien, on va masser plus régulièrement. Et une maman qui utilise des bouts de sein en silicone a plus de risques d'avoir des complications, mais plus de risques, ça ne veut pas dire qu'il y en aura nécessairement. Donc trouvons un équilibre pour que ça se passe bien. Si l'appréhension prend le dessus dans votre histoire, ça vaut le coup de la voir. Maintenant, l'embarquer de toute façon par principe dans la valise, je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Vous voyez la position, c'est là que ça peut marcher énormément. Alors justement, on a beaucoup de questions sur les bouts de sein. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à partir de quand est-ce n'est vraiment nécessaire? Est-ce que le bout de sein doit avoir une forme particulière? Est-ce qu'il doit avoir certaines caractéristiques pour être un bon bout de sein? Est-ce qu'il y a bon et pas bon? Alors, dans quelles circonstances le bout de sein est-il un outil que l'on va utiliser facilement? Quand le bébé est né grand prémat, qu'il a besoin d'un fort stimulus oral pour enclencher la succion. Quand la maman a les mamelons qu'on dit ombiliqués. Alors, on parle beaucoup on a tendance à faire croire aux mamans qu'elles n'ont pas les bons mamelons. Les mamelons ombiliqués, c'est quand même assez rare. L'ombilique, c'est le nombril, c'est vraiment rentré. Des mamans qui ont des mamelons ombiliqués, c'est un mamelon qui est vraiment rentré, qui parfois a des adhérences tissulaires qui empêchent le mamelon de s'ériger. Donc même si le bébé ne prend pas le mamelon en bouche nécessairement, il prend une bouchée de sein, parfois ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées. Donc dans ces cas de figure, avant d'utiliser le bout de sein, on va utiliser des petites astuces pour faire ressortir le mamelon. Il existe des petits accessoires, je pense à une seringue montée à l'envers, je pense à la mini-plate, je pense au tire-lait en fait. Utiliser le tire-lait pour faire ressortir le mamelon. Et ça peut être très étonnant, il y a des mamans qui ont au repos un mamelon vraiment très très rentré et qui ressort très facilement par la suite. Et un mamelon plat, c'est pas un problème. Le mamelon, s'il est plat au départ, dès lors que l'ocytocine coule, alors il se met à sortir et puis le bébé va réussir à l'attraper. Bon, si la maman devait utiliser un bout de sein en silicone, d'abord elle l'enfile comme une chaussette. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas le bout de sein, elle ne le pose pas comme ça sur le mamelon, elle va essayer de le retourner, voire le tirer un petit peu. Certaines mamans vont mettre du lait, certaines mamans vont mettre de l'eau pour qu'il adhère. Parce que le mamelon va avoir besoin vraiment de ressortir.
Parfois, si la cause de l'utilisation du bout de sein en silicone est une douleur qui est là, qui est présente, des lésions qui sont là, et que le seul moyen de vous aider enfin, de vous permettre de mettre le bébé au sein, c'est d'utiliser un bout de sein, et bien, vous voyez si vous pouvez prendre une taille au-dessus de la taille du mamelon pour qu'il ne soit pas complètement enserré là-dedans et que les lésions ne s'entretiennent pas. Vous parliez de forme, eh bien, la forme qui est la plus ronde possible, qui épouse le plus facilement la forme du mamelon est souvent une des plus évidentes. Est-ce qu'il y a d'autres formes? Eh bien, il existe des bouts de sein en silicone qui sont échancrés sur le dessus, pour que le bébé puisse quand même sentir la peau de sa maman, qu'il ait quand même ce contact aussi avec la peau. Et puis, il y a des silicones plus ou moins souples et plus ou moins épais. Donc, moins on en met, plus on a un bout de sein souple, plus ce bout de sein est disponible dans différentes tailles, plus on arrive à jouer avec et mieux c'est. Maintenant, il y a des mamans qui utilisent des bouts de sein très très coniques, très pointus, et elles n'arrivent pas à s'en débarrasser. Bon, si tout va bien, et on n'en fait pas trop de cas. Si ça devient minant que d'utiliser des bouts de sein et on se dit ah je vais jamais réussir à m'en sortir, et bien dans ce cas-là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est commencer avec le bout de sein, le retirer au cours de la tétée, et puis c'est vraiment bébé s'agit de le remettre, essayer de mettre le bébé au sein sans bout de sein, sans attendre, et oh tiens, il est sur le mamelon, il a pris 30 secondes, c'est une victoire, quand bien même ça n'arrive qu'une fois dans la semaine, parce qu'à un moment donné, il y aura peut-être un déclic. Donc, c'est un sujet assez complexe, l'utilisation des bouts de sein, et il est vrai que c'est souvent utilisé comme... c'est brandi avec beaucoup de facilité. Ah, vous n'avez pas les bons mamelons, donc vous devriez utiliser cet accessoire. Récemment, j'accompagnais j'avais en stage une sage-femme qui exerce en Afrique, au Sénégal. Elle me disait, mais on n'a pas tout ça, nous, alors est-ce que je vais m'en sortir? Bah, finalement, quand on a juste deux mains, quand on essaie de jouer avec ses seins, les bébés, ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Et donc, il suffit de les mettre dans les bonnes dispositions pour y arriver, et on n'a pas toujours besoin de tous ces accessoires. Et si on a des accessoires, on reste prudent. On a une question de Lise qui nous dit qu'elle a des mamelons plats et qu'elle aimerait utiliser une nipplette. Ouais. Mais on lui a dit que c'était une méthode traumatique pour le mamelon. Que faire? Quelles astuces trouver? C'est traumatique si vous y allez en force et si vous cherchez à vous faire mal. Maintenant, la nipplette, ça peut être très très bien. Et si vous sentez que ça traumatise les tissus, graissez-la. Vous mettez un petit peu de graisse, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être du lait maternel, ça peut être, enfin c'est pas que gras le lait maternel, hein. Ça peut être de l'huile d'olive. Là récemment j'ai aidé une maman qui utilisait la nipplette avec énormément de succès, et son fils a 5 mois, il a toujours allaité, elle l'a utilisé une semaine, 10 jours, le temps de démarrer, et ça a très bien marché. Donc est-ce que c'est traumatique? De la même manière, un tire-lait pourrait être traumatique s'il était mal utilisé. Donc, s'il est à fond, si on n'a pas les bonnes tétrelles, si on a un modèle archaïque ou un modèle qui n'est pas adapté à notre besoin. Vous parliez de situation clinique tout à l'heure. Récemment, j'ai vu une maman qui avait les seins très engorgés, des suçons sur les mamelons, parce que le modèle de tire-lait n'était pas adapté, la méthode utilisée, elle tirait pas assez souvent, ces bébés étaient en néonat, bref, tout ça était trop fragile, et 1 mm par-ci de maladresse, 1 mm par-là, 1 mm par-là, elle avait des seins œdémaciés avec des suçons, ça sortait plus, elle avait atrocement mal, et c'était de la maladresse. Et on a modifié, j'ai même pas pu modifier le tire-lait sur le moment parce qu'il était 19h lorsque je lui ai rendu visite. J'avais pas de tétrelle, on a juste revu l'utilisation du tire-lait le lendemain matin, le lait recoulait et elle n'avait plus ses suçons. Donc voilà, il y a des maladresses aussi. Donc utiliser un tire-lait, ça peut être absolument parfait, et d'ailleurs c'est redevenu parfait chez elle, mais parfois ça peut être délétère. Donc, et quand on ne trouve pas la solution, on fait appel à des gens qui savent. On a une question d'Héloïse qui nous dit qu'elle allait depuis 1 mois et demi et qu'elle a toujours des picotements dans la poitrine lorsqu'elle allaite. Et donc du coup, c'est pas agréable. Est-ce normal? Alors, Héloïse, j'aimerais pouvoir vous répondre, mais finalement je manque d'infos, et pour pouvoir répondre à ce type de questions, on a besoin de vous en poser vraiment beaucoup et d'observer une tétée. Donc, des picotements, est-ce que c'est
avant la tétée, pendant la tétée, entre la tétée, est-ce que c'est en début de tétée, quelle est l'intensité des picotements, souvent on invite la maman à les évaluer sur une échelle située entre 0 et 10, est-ce que vous avez des lésions associées, est-ce qu'il y a des engorgements, est-ce que maman est déformée à la fin de la tétée, est-ce qu'il est blanchi, est-ce qu'il est rougi, violet, est-ce que vous avez mal au dos, est-ce que votre bébé prend bien du poids, est-ce que vous utilisez des boussins en silicone, est-ce que vous avez une mycose par ailleurs, est-ce qu'on a utilisé des antibiotiques, il y a quand même pas mal de questions à poser pour pouvoir dire c'est normal, c'est pas normal. Manifestement, ça vous préoccupe, donc allez voir votre sage-femme préférée ou allez sur l'annuaire de l'Association française des consultantes en lactation, voyez qui est près de chez vous, voyez comment vous pouvez prendre rendez-vous et vous faire accompagner justement et comprendre assez rapidement ce qui se passe. Là, c'est vrai que c'est l'intérêt des lives comme ça, c'est de pouvoir poser plusieurs questions. Mais ce que vous nous décrivez mérite une consultation individuelle avec une prise en charge personnalisée. Nous avons également une question de Nathalie qui nous dit que sa sage-femme lui a parlé de 2 types de produits pour soulager ses crevasses, la lanoline et des compresses hydrogel. Quelle est la différence entre les deux? Alors la lanoline, c'est une crème, c'est une crème qui est de la graisse de laine de mouton, on en parlait tout à l'heure. Les compresses hydrogel, c'est un petit peu comme des pansements, vous savez, les pansements qu'on met sur les ampoules aux pieds. Donc ça fait l'effet d'une seconde peau. Je reste très prudente avec l'utilisation des compresses hydrogel parce que parfois on en a qui collent, et quand ça colle, certes, on est moins gêné par le toucher du tissu, donc c'est beaucoup plus agréable, mais le fait que ça colle et qu'on ait besoin de le décoller après la tétée n'est pas toujours très, très confortable. Donc si toutefois vous avez trouvé des compresses hydrogel qui collent et qui sont d'une utilisation brève, certaines marques suggèrent l'utilisation de compresses hydrogel sur 24 heures, eh bien vous pouvez soit avec un volumisateur, soit vous débrouillez pour faire passer un petit peu d'eau entre la compresse et votre peau pour que ça se décolle doucement. Si ça ne suffit pas, eh bien, on essaie de comprendre une fois encore la cause des douleurs. On devrait, pour moi, un mini tube de lanoline devrait être largement suffisant pour tout l'allaitement. Si on a besoin de plus que 3 ml de lanoline, c'est qu'il y a un souci et qu'on a besoin de consulter et de trouver pourquoi on a besoin de davantage. Très bien, merci beaucoup. Carole, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos mamans qui nous regardent? Eh bien, pour celles qui n'ont pas pu suivre le début du live, la douleur, c'est pas normal. Avoir mal, ce n'est pas normal. Et donc, demandez à consulter rapidement quelqu'un de compétent pour dépasser la douleur. Et dans l'intervalle, vous pouvez prendre des antalgiques, vous pouvez appliquer du gras, si c'est des crevasses, et vous pouvez utiliser un tire-lait, soit pour mettre le mamelon au repos de la succion de bébé, soit pour drainer quand bébé n'arrive pas à drainer correctement. Et je dis ça non parce que c'est un live avec vous, mais parce que je le dis souvent, parce que drainer les seins, c'est une logique évidente, et ça permet aussi d'éviter qu'une douleur localisée sur les mamelons ne dégénère dans le sein et s'accompagne de complications. Donc la douleur, c'est pas normal, et même si la voisine prétend que ça arrive dans la famille et on a eu mal pendant 6 semaines, vous n'êtes pas obligé de vivre avec 6 semaines de douleur. 4-5 jours, c'est déjà largement trop. Parfait, merci beaucoup Carole et merci pour votre attention. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau live.